Merci de votre fidélité au programme de Gangan TV. Un plaisir pour moi de vous retrouver dans cet autre numéro de Café Débat. Vous le savez, l'émission qui donne la parole à ceux qui veulent la prendre en vue d'impacter l'opinion. Dans cette première partie d'émission, nous allons parler de climat, évidemment de la pluviométrie. Vous le savez, la Guinée, comme on le dit traditionnellement, est le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest, un pays donc qui connaît depuis des années, depuis des lustres, on peut dire, une pluviométrie très abondante qui donc favorise l'agriculture et tout ce que vous voulez. Un pays à potentiel hydroélectrique aussi, bien entendu, mais sauf que la situation d'année en année change, mais pas dans le mauvais sens, ce qui donc peut être en quelque sorte alarmant. Est-ce qu'il y a de fortes pluies cette année, en 2019? Est-ce que les pluies sont venues à temps, ou est-ce qu'il y a une situation, en tout cas, à craindre? C'est pour cette raison que nous décidons de donner la parole à un spécialiste en la matière, en la personne de Dr Mamadou Lamine Ba. Il est le directeur national de la météorologie, l'invité dans cette première partie de Café Débat. Docteur Ba, bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup, merci beaucoup. Bonjour aux téléspectateurs de Gangan TV. Aujourd'hui, je suis heureux d'être au sommet du mont Gangan pour regarder de part et d'autre sur le climat. Comment le climat, en tout cas, pour faire un coup d'œil, balayer la répartition climatique, la situation climatique au-dessus de notre pays. Merci. Merci surtout de la disponibilité. Et je rappelle aussi que dans la deuxième partie de cette émission, nous continuons à parler de foot, surtout du Sili national, parce que le chapitre ne se referme pas tout de suite, car la pilule n'est pas facile à avaler par les Guinéens. Cette mésaventure du Sili national à la CAN, cette honte, en fin de compte, face à l'Algérie, vous le savez, l'actualité en date, c'est bien entendu ce point de presse animé par Antonio Soare, à ses côtés son vice-président Amadou Diaby, on va dire Antonio Soare qui charge Paul Put à 100%. Le décryptage de ce point de presse tout à l'heure avec Sourikan Diabangoura, ce sera dans la deuxième partie de cette émission. Mais d'abord, on reste avec donc le premier invité, parlons environnement. Alors oui, docteur Mohamed Lamine, avant de parler justement de la question de pluviométrie et la situation de cette année et peut-être de l'année dernière, dites-nous d'abord, qu'est-ce que c'est la météorologie? Oui, la météorologie, je vous remercie beaucoup. C'est une science d'un côté, c'est une spécialité qui s'occupe de l'étude de tout ce qui est météore, de tout ce qui tombe à partir du ciel. Maintenant, dans notre jargon, nous avons coutume de dire que la météorologie s'occupe des phénomènes atmosphériques qui, en tout cas, impactent sur les activités socio-économiques de la population. La météorologie a de multiples facettes. Non seulement elle s'occupe de l'impact comme je vous ai dit, des phénomènes sur l'être humain, sur les êtres, mais sur la répartition de différents éléments et sur la façon dont il faut s'adapter pour pouvoir, en tout cas, exploiter au mieux cette ressource. Parce que la météorologie, le climat est devenu aujourd'hui une ressource. Comme vous savez, tout le monde, c'est-à-dire tous les êtres vivants, vivent de l'air, respirent l'air. En principe, nous respirons près de 13 kg d'air par jour en moyenne. Alors que lorsqu'on demande combien de kilos de riz on mange par personne, je crois que rares sont ceux-là qui peuvent, en tout cas, manger plus d'un demi-kilo, sauf vous les diallos. Donc c'est pour cette raison que, donc, lorsque vous avez l'air, de la conception pratiquement de l'être jusqu'à sa mort, maintenant il vit des conditions météorologiques. Cet air, une fois qu'il est pollué, maintenant il affecte non seulement la respiration, en tout cas qu'il est l'organisme en général. Donc de l'autre côté, vous prenez l'eau. L'eau, c'est la source de vie. C'est à partir de là que nous faisons tout ce que presque toutes nos activités sont basées sur l'utilisation de l'eau. Et de l'autre côté, c'est l'énergie qui est maintenant le moteur de l'ensemble des activités. Parce que la source d'énergie chez nous, c'est le soleil. C'est le soleil maintenant qui, à travers son rayonnement maintenant qui arrive à modifier la répartition, que ce soit des comportements
de l'air, de l'eau et de tout ce qui s'ensuit. Bien. Alors donc, la Guinée, je le disais à l'entrée, c'est un pays qu'on appelle le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest, un pays qui, de nature, en tout cas, connaît, je ne sais pas si je peux employer ça au passé, connaissait 6 mois de saison pluvieuse, si je ne me trompe là-dessus. Est-ce qu'elle connaît toujours ces 6 mois de saison pluvieuse et des saisons pluvieuses très abondantes? On a l'impression qu'aujourd'hui la situation change. Est-ce que c'est le constat que la Direction nationale de la météorologie a fait durant ces dernières décennies, ou est-ce que c'est un phénomène que vous commencez à constater il n'y a pas plus de 5 ans? Globalement, comment le climat, et plus spécifiquement la pluviométrie, se porte en Guinée? Oui, je vous remercie beaucoup. Comme on a dit, même géographiquement, on a coutume de dire que le climat de la Guinée ou des zones tropicales est constitué par 2 saisons, une saison pluvieuse et une saison sèche. Maintenant, sur la Guinée, la majeure partie du territoire, maintenant, sous l'influence, enfin, subit un climat saisonnier pratiquement d'égale durée. Donc, la saison sèche dure parfois de 6 mois à moins, mais dans la partie subéquatoriale, dans la Guinée forestière, vous avez maintenant une durée qui peut atteindre jusqu'à la durée de la saison pluvieuse varie entre 10 et 8 mois. Par contre, lorsque vous allez à l'extrême nord, vers le Koundara, la saison qui était environ de 6 mois, maintenant s'est rétrécie jusqu'à presque 4 à 5 mois. C'est-à-dire la saison pluvieuse. La saison pluvieuse. Qu'est-ce qui s'était passé? On a toujours considéré que le climat qui était un élément, un phénomène qui était fixe, c'est-à-dire immuable, qui ne change pas. Mais on a, depuis un certain temps, depuis que l'industrie, le développement industriel maintenant a débuté, qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, on est allé à la course de développement, sans se préoccuper de ce qui peut nous arriver, de ce qui peut arriver à l'humanité. Donc on a éjecté d'importantes quantités de gaz dans l'atmosphère. On a considéré que l'atmosphère, comme je m'excuse du terme, est une poubelle. Donc maintenant, la quantité de gaz qu'on y a injecté est à un niveau tel que... À travers les activités industrielles. À travers les activités industrielles, les activités agro-silvopastorales. Maintenant, ces quantités de gaz maintenant ont modifié notre climat. Ce qui fait que vous avez constaté que en Guinée, par exemple, lorsque en dehors de la Guinée forestière, le début de l'hivernage, la saison pluvieuse débutait vers la fin du mois d'avril et jusqu'en mai. À Conakry précisément, nos statistiques montraient que le 9 mai c'était le début du calendrier culturel à Conakry. Et malheureusement, vous avez constaté, aujourd'hui nous sommes le 9 juillet, et jusqu'à présent, les gens se demandent est-ce qu'il y aura maintenant même culture. Bien. Donc, c'est-à-dire que le climat a été modifié à cause de ce que je vous ai dit, les activités humaines, sur le plan international qu'on a caractérisé par le changement climatique. Donc, ce sont ces changements climatiques qui, d'une manière ou d'une autre, maintenant arrivent à modifier les comportements, le comportement des saisons, c'est-à-dire les phénomènes atmosphériques maintenant qui agissent sur la situation climatique. C'est ce que nous, malheureusement, nous vivons. Et comme vous l'avez dit, effectivement, la Guinée a toujours été considérée comme le château d'eau de l'Afrique. Pourquoi? D'abord, du point de vue géographique, nous avons tous les grands fleuves. Nous avons près de 14 grands fleuves qui sont partagés avec nos pays voisins et dont les sources se trouvent en Guinée. Donc, toute quantité d'eau qui tombe, par exemple, à l'intérieur de la Guinée, bénéficie à un ou à un autre pays. Donc, c'est ce qui fait que nous sommes le château d'eau. Alors, malheureusement, lorsque cette quantité diminue dans notre pays, ce sont les centaines de millions d'Africains qui peuvent être affectés. Qui peuvent être affectés de la côte gambienne jusque vers le Tchad. Malheureusement, donc c'est pour cette raison qu'on nous appelle le château d'eau de l'Afrique. Alors, maintenant, le problème est préoccupant, comme vous l'avez dit plus tôt, parce que la quantité d'eau que nous recevons chez nous,
les quantités ont tellement baissé que pratiquement, même à Gué, vous pouvez traverser certains fleuves. Parce que récemment, on en a parlé, par exemple, au niveau de Milo, qu'il y a des endroits où vous pouvez passer à Gué. L'ensablement est là et menacé. Maintenant, ça a menacé, le lit est complètement rempli. Et en plus, les quantités d'eau qui vont tomber maintenant vont continuer directement à couler sans que ça ne profite à la population. Alors, en termes de chiffres, de statistiques, comme je l'ai dit tout à l'heure, est-ce que la situation change dans le mauvais sens depuis combien d'années? Est-ce que depuis 10 ans maintenant, vous remarquez en tant que scientifique, en tant qu'observateur de la nature, est-ce que ce changement-là, on a commencé à le constater depuis plusieurs années? Et depuis quand ça devient plus grave? Parce que comme vous l'avez dit, par exemple cette année, on a l'impression que la pluie ne tombe pas abondamment et non plus à temps, parce que on est le 9 juillet aujourd'hui, la pluviométrie ne se sent pas assez bon. J'ai vu que vous avez un tableau et tout. Est-ce qu'on a des données là-dessus? Oui, on a un certain nombre de données. Vous savez, la Guinée, le service météorologique, c'est l'un des services les plus anciens, les plus vieux du pays. Pratiquement depuis 1897, on fait des mesures sur le climat dans notre pays. En Guinée. Donc depuis 1897. Depuis la colonisation. La fois dernière, on avait fêté le 60e anniversaire de notre indépendance. Alors que nous, de 1897 à 1997, déjà, on avait 100 ans. Maintenant, de 97, ajouté à 2019, nous avons 120 ans de service météorologique à 120 ans. Donc le service météorologie en Guinée a 120 ans. C'est important ce chiffre. Donc ces informations sont dans le petit bâtiment que tout le monde regarde avec parfois dédain en passant. Alors que à côté du pont, en face du jardin 2 octobre. Parce que c'est notre adresse. Donc toutes ces informations sont stockées là. De telle sorte que nous avons constitué une banque de données qui nous permet de savoir comment la température, les principaux éléments climatiques évoluent d'une localité à une autre. Donc, depuis maintenant plus d'un siècle, on peut dire. Depuis plus d'un siècle. Par exemple, pour ce qui est de des précipitations, dès que la saison, les premières pluies ont commencé, nous avons commencé à occulter nos archives. Maintenant, qui nous ont montré quoi? Du 1er janvier au 30 juin 2019, par exemple, à Conakry, on a collecté au niveau de l'aéroport de Conakry 288,6 mm. C'est-à-dire 1 mm d'eau. Vous allez vous demander le millimètre c'est quoi? Lorsque vous prenez 1 litre d'eau, vous le répartissez sur une surface d'1 mètre carré, la hauteur ça vous fera 1 mm. C'est comme si vous prenez une citerne de 10 tonnes que vous répartissez dans un hectare, ça vous fera 1 mm. Donc maintenant du 1er janvier au 30 juin à Conakry, nous avons récolté 288,6 mm. Alors que la moyenne de 1903 jusqu'à 2019, la moyenne est de 639,7 mm. Pratiquement près de 3 fois plus que le chiffre d'aujourd'hui. Donc on a perdu 3 fois. Pratiquement nous avons près de 60% de déficit pluviométrique par rapport à la moyenne de ces 110 ans. Et ensuite, ce qui est remarquable aussi, c'est qu'à Conakry, qui constitue presque un de nos baromètres pour ce qui est de la mesure de quantité d'eau tombée, étant donné que c'est à Conakry où on récolte la plus grande quantité de pluie, et ces 288 mm n'ont jamais été observés depuis 1903. Donc c'est la période la plus sèche. Donc du 1er janvier au 30 juin 2019 a été la période la plus sèche à Conakry depuis 1903. Depuis 111 ans. Mais on ne s'est pas arrêté là. On a regardé par exemple en 1958, on avait récolté 1438 mm, c'est-à-dire 1,5 mètre au cours du même intervalle. Donc ça veut dire presque 5 fois ce qu'on a observé cette année. C'est pour vous dire que les choses diminuent d'année en année. Donc, par exemple, on a observé ce qui se passe au niveau de Boké. À Boké, la moyenne de 1922 à 2019 est de 388,9 mm. Et cette année, malheureusement, on en a
on a observé 391. Là, on est presque au niveau de la normale. D'accord. À Boké. Malgré les activités minières. Malgré les activités minières, bon, impacteront, mais dans l'utilisation, dans l'absorption du sol. Du sol. Ça ne touche pas la forêt. C'est-à-dire que bon, lorsqu'on défriche les forêts, effectivement, maintenant, ça va impacter sur le climat. D'accord. Alors, mais peut-être qu'on y reviendra. Donc, en moyenne, la pluviométrie ne fait que baisser depuis presque une cinquantaine d'années. Et maintenant, vous constaterez qu'il y a des fluctuations à l'intérieur de cette baisse. Il n'est pas dit que, comme l'année dernière, là, vous savez, en 2017, on a perdu beaucoup, malheureusement, de personnes à cause des fortes précipitations qui sont tombées. Mais cette année, on est en déficit. On est en déficit, ce qui va impacter sur les activités agro-pastorales et surtout sur l'alimentation en eau et en énergie. Absolument. Maintenant, cela est dû à quoi? C'est qu'il y a deux facteurs qu'il faut considérer dans la répartition de la pluie. Il y a ce que nous appelons variabilité climatique, qui dépend du comportement de la température des océans, de certains phénomènes astronomiques, mais aussi il y a le facteur maintenant changement climatique. Changement climatique, il veut dire l'impact de l'homme sur le climat. On a commencé dans les pays industrialisés, ça se manifeste à travers l'émission de gaz à effet de serre, des quantités vraiment des quantités très importantes. Maintenant, pour mémoire, vous pouvez vous représenter que la seule ville de New York, par exemple, émet autant de gaz que toute l'Afrique réunie. Donc, maintenant, à côté de ces industriels, maintenant, nous avons nous-mêmes, la population, ce que nous faisons, nous agressons le climat à travers la déforestation. L'agriculture sur brûlis. L'agriculture sur brûlis, nous coupons les bois de façon anarchique, et puis maintenant on met les feux de brousse n'importe comment. Lorsque vous modifiez le couvert végétal, il va sans dire que l'air qui est en contact va changer. Non seulement l'air va s'assécher, et puis maintenant ça va impacter sur la quantité d'eau qui tombe. Parce que chez nous, les quantités de pluie sont obtenues à travers les masses d'air qui nous viennent de l'océan, c'est-à-dire la mousson. Mais en traversant le territoire, nos zones, maintenant, c'est-à-dire que les conditions locales maintenant influent. C'est-à-dire que les quantités d'eau que vous pouvez obtenir au-dessus d'une zone très boisée où vraiment l'air est très humide ne sera pas la même que dans la partie où pratiquement tout est dégradé. Absolument. Donc c'est ce qui fait qu'il y a cette différence. Donc la densité des forêts, par exemple, aussi, sont fonction de la pluviométrie. La fonction de pluviométrie, parce que tout le monde vit de ça. Sans eau, il n'y a pas d'organisme, le sol n'est pas chose, vous ne pouvez pas parler d'arbre. Donc maintenant, si de façon rétroactive vous cherchez à couper cet arbre, maintenant, c'est-à-dire vous exposez le sol, de telle sorte que toutes les quantités d'eau qui vont tomber vont d'abord détruire, ruiner le sol, c'est-à-dire provoquer une érosion. C'est cette érosion, les conséquences de cette érosion maintenant qui viennent maintenant ensabler les rivières. De telle sorte que les eaux qui vont tomber, au lieu que ça ne soit stocké, maintenant vont s'écouler rapidement. Et non seulement le sous-sol ne sera pas alimenté, les puits ne renfermeront pas d'eau, et les barrages n'en auront plus. Bien. Alors donc ça veut dire que la situation est alarmante et le chiffre que vous avez donné, c'est un chiffre qui doit attirer l'attention. Je ne l'ai pas encore très bien retenu. Vous avez 200. Pour Conakry, on a eu 288 mm. Voilà, 288 mm. Alors qu'on pouvait s'attendre à 639 mm à Conakry. Et aussi, encore ce qui est encore beaucoup plus préoccupant, nous sommes le 9 juillet. Le mois de juillet et le mois d'août sont les 2 mois les plus pluvieux au niveau du pays. Donc, Conakry, en moyenne, récolte 1100 mm en moyenne à Conakry. Maintenant, si vous prenez du 1er janvier au 30 juin, nous avons 288. Maintenant, même si on arrondit par excès à 300 mm, maintenant, c'est qu'on a collecté jusqu'à ce matin. Du 1er juillet à ce jour, nous avons juste 137 mm
alors qu'on pouvait s'attendre aux 10 premiers jours de juillet à 400 mm. Donc là déjà, 300 mm d'eau. C'est-à-dire qu'il y a déjà 300 mm de manque à gagner pour les 10 premiers jours de juillet. Vous ajoutez maintenant au déficit qu'on a enregistré depuis le début de l'année. Ça veut dire que le déficit ne va qu'en croissant. Et cela aura des conséquences très négatives maintenant sur toutes nos activités. Absolument. En parlant de conséquences sur les activités, il faut parler déjà de l'activité énergétique. Ça fait que habituellement les gens attendent que les barrages fassent leur plein en début du mois de pluie, quand je prends Caleta et tous les autres barrages. Ça veut dire que les premières conséquences de cette pluviométrie drastiquement et dangereusement baissante peuvent d'abord se ressentir sur ces barrages, parce qu'aujourd'hui l'électricité a du mal à venir et les gens ne comprennent pas. Ils se disent mais pourtant on a fini le mois de juin, nous sommes en mois de juillet et les fameux barrages ne sont pas remplis. Donc ils doivent comprendre que la pluviométrie n'est pas du tout au rendez-vous cette phase. La pluie n'est pas du tout au rendez-vous. C'est que là c'est quelque chose de global. C'est-à-dire que sur la base de toutes les études que nous avons eu à effectuer, seule une bonne partie de la Guinée forestière, dans les environs dans la zone de Zéro Corée, où on a une pluviométrie quasi normale. Sinon pour pour le reste du pays, le déficit est très remarquable. Donc, comme vous l'avez dit, effectivement, non seulement ça va impacter sur l'alimentation sur les barrages, mais aussi sur le ravitaillement des eaux souterraines. Parce que les eaux souterraines, maintenant, c'est à partir de ces eaux de pluie maintenant qu'elles sont alimentées. Absolument. Alors, donc, ce qui fait que, mais nous restons quand même vigilants, nous allons continuer à faire nos mesures, mais ça n'empêche qu'on dise quand même que nous sommes dans une phase où on risque d'avoir non seulement avec la saison culturelle, elle est perturbée à cause du retard de la pluviométrie, maintenant de déficit, cela peut affecter toutes les activités. Maintenant, du point de vue énergie, c'est la même chose. Donc, qui dit manque d'énergie, maintenant, les activités socio-économiques sont impactées. Alors oui, franchement, c'est très intéressant et j'aurais bien voulu qu'on ait encore plus de temps pour parler des recommandations que vous faites, s'il y en a, surtout des recommandations fortes à tous ceux qui sont impliqués dans je sais pas, dans les d'environnement, mais en même temps la situation dans laquelle cette direction nationale de la météorologie évolue. Aujourd'hui nous sommes dans un monde où il faut des équipements sophistiqués, modernes, pour observer la nature, le comportement de la nature, ainsi de suite. Cette direction, on a l'impression, est le parent pauvre de l'administration tout entière. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour tout ça? Mais nous manquons de temps, peut-être une minute pour terminer la discussion. Je vous remercie beaucoup. D'abord, ce que je peux dire, que le phénomène qu'on enregistre en Guinée n'est pas quelque chose de circonscrit au niveau de la Guinée. Vous avez vu maintenant avec les changements climatiques ce que ça a affecté. Le mois de juin a été considéré le mois le plus chaud pratiquement depuis les années 1900. Donc c'était un mois où la température a augmenté sur le plan global de 0,1 degré. De 0,1 degré, ça a donné comme conséquence les canicules que vous avez eues en Europe et puis ailleurs. Lorsque par exemple, à titre d'exemple, en Namibie, là où ils ont vécu les mêmes phénomènes, à tel point qu'ils ont mis une bonne partie de leurs animaux qu'on peut appeler les animaux sauvages en zachère, c'est-à-dire les éléphants, les girafes, parce que pour ne pas que ces animaux meurent de faim. Donc on espère que nous n'arriverons pas là. Donc ici il faudrait que chacun se ressente responsable. Vous et moi, que nous travaillons dans l'agriculture, mais nous mangeons agriculture, résultat de l'agriculture. Donc sans eau, il n'y a pas d'agriculture, et sans agriculture, il n'y a pas de nourriture. Donc chacun doit maintenant se mettre ça en idée. Nous sommes en saison hivernale, il faudrait que chacun se dise, ah, cette année, il faudrait que je m'efforce pour avoir maintenant un plan. C'est-à-dire de quelque nature que ce soit votre plan, que ce soit un manguier orange, que chacun de vous prenez un pépin d'oranger ou maintenant de n'importe quoi, vous plantez
que ce soit chez vous ou ailleurs. De toutes les façons, si vous avez un arbre, ça veut dire que 10 millions, 12 millions de Guinéens, supposons même si c'est 100 000, 1 million de Guinéens, chacun plante un arbre, vous avez une forêt de combien d'hectares? Donc cela peut nous aider à protéger l'environnement et puis aussi à pouvoir stocker les quantités d'eau que nous obtenons. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas que vous organisiez peut-être une conférence de presse pour donner cette situation à l'opinion nationale davantage? Non, pourquoi pas, mais le problème que nous, vous savez, nous aussi, nous accusons vous les communicateurs, parce que c'est seulement lorsque la situation commence maintenant à être dramatique que vous courez vers nous. Sinon, pourquoi ne pas venir au 1er janvier? Quelle est la température la plus basse qu'on a observée au niveau du pays? Quelle est la température la plus élevée qu'on va observer au mois d'avril qui va impacter sur la santé, les maladies, etc. Mais vous attendez maintenant que les gens manquent de maïs, de récolte et tout ça là pour dire que... bon, ça reste toujours de votre devoir aussi d'attirer l'attention de la presse. Nous sommes disponibles, nous avons ouvert, nos portes sont ouvertes, vous venez vous demander quel est le temps qui a fait le jour de votre naissance. Maintenant, à la minute près, nous vous avons l'information. Donc maintenant, malheureusement, c'est seulement les sociétés, les grandes entreprises qui passent chez nous pour demander les informations, parce que nous discutons le plus souvent avec certaines sociétés, parce que lorsqu'ils viennent, donnez-nous des informations pour 5 ans, on dit non. Lorsque vous faites un barrage, vous avez besoin de 50 ans d'informations. Nous sommes disposés à vous fournir ça. Mais vous ne pouvez pas prendre seulement 5 années, vous préparez maintenant votre infrastructure, vous nous laissez avec, vous partez et après maintenant ça ne donne plus. On a des exemples qu'on ne peut pas citer. C'est le même cas dans les infrastructures routières. Maintenant, quelqu'un gagne un marché, il se dit qu'il va faire ça. Et puis, les établissements, on dit que telle école est décoiffée. Pourquoi? Parce qu'il y a la tornade. On s'alarme que lorsqu'il y a une tornade, il faut venir avec des sacs de riz. Non. C'est-à-dire, au moment où on doit construire une école, il faut savoir que ce sont des enfants. C'est-à-dire les pépinières du pays qui sont là. C'est-à-dire les futurs dirigeants de demain. Donc, il faudrait faire l'infrastructure de manière durable. Donc, conséquemment, prendre les conditions climatiques. Regardez dans la plupart de nos choses, les bâtiments que nos ancêtres avaient faits. Vous avez des cases rondes sous forme d'icônes. Maintenant, ils savent que le vent, au plus tu montes, plus le vent est fort. Maintenant, nous oublions tout ça. Nous faisons des bâtiments de 10 étages. Et puis maintenant, avec une charpente qui n'arrive même pas à couvrir le dernier étage. Et puis avec une petite tornade seulement, vous vous retrouvez avec les tôles maintenant qui s'envolent. Donc tout ça là, c'est la méconnaissance du climat. Les conditions climatiques, il faut les intégrer dans nos différentes activités. Que ce soit vous les communicateurs, d'ailleurs à travers vous, maintenant les décideurs et vraiment la population. L'information à retenir, c'est que la situation au point de vue pluviométrie s'aggrave en Guinée. Et cette année 2019, on peut dire que nous sommes un peu dans une zone plus ou moins rouge, parce que les chiffres qu'ils viennent de donner, que je considère des chiffres du jour, sont inquiétants, et je pense qu'il faut se focaliser là-dessus. Comme je l'ai dit, nous aurons encore d'autres occasions, monsieur le directeur, pour revenir là-dessus, sur le fonctionnement de votre direction, mais encore plus sur le comportement de la nature. Merci de votre disponibilité. Ok, merci beaucoup, merci beaucoup. Donc, nous remercions, nous profitons de ce micro pour remercier l'État qui, malgré les difficultés, maintenant arrive quand même à faire fonctionner nos services et les partenaires au développement. Je peux parler du programme des Nations Unies et d'autres maintenant qui viennent en aide, parce que actuellement notre ambition c'est que dans chacune de nos communes rurales qu'il y ait une station météorologique. Une station météorologique. Sur les 345 CRD qu'on a, chaque CRD doit disposer d'une station météorologique pour lui permettre au sein de sa juridiction de savoir quelle est la quantité d'eau tombée, donc comment planifier les activités, parce que tout est basé sur ça. Nous avons 80% de la population dont les activités sont orientées exclusivement sur l'agriculture et sur l'élevage. Et on peut dire que c'est une direction qui manque criarement d'équipements modernes de notre temps pour contrôler la nature, mesurer la température, la pluviométrie et tout et tout. Vous manquez d'équipements? Actuellement, nous manquons d'équipement, c'est-à-dire qu'il y a les conventions qui disent qu'il faut, d'abord, il y a beaucoup d'équipements qu'on doit remplacer.
parce qu'il y a une convention qui nous interdit d'utiliser les thermomètres, c'est-à-dire tous les équipements qui sont à base de mercure, au-delà de 2020. Donc pour cela, on est en train de taper à toutes les portes pour pouvoir réhabiliter notre réseau. Heureusement, on a été entendu. Il y a le Fonds pour l'environnement mondial à travers les départements, certains départements ministériels, le ministère de l'Environnement, le ministère des Transports, avec les partenaires comme le programme des Nations Unies qui nous aident à trouver ces équipements. Et actuellement, nous avons une quarantaine de stations qui sont entièrement automatisées. Donc, à partir de notre bureau, vous pouvez savoir quelle est la température qui a fait dans les 15 dernières minutes à Al-Badaria ou à Kissidougou, dans beaucoup de CRD. Donc, notre vision, c'est que tous les pays doivent être équipés d'équipements modernes et automatiques. Bien. Et nous verrons là-dessus, nous reviendrons, comme je l'ai dit. Merci une fois encore, docteur. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci. Au revoir. Voilà, mesdames et messieurs, c'était tout au compte de cette première partie de Café Débat consacrée à l'environnement, notamment à la pluviométrie. Si vous constatez qu'il n'y a pas beaucoup de pluie qui tombe ces derniers temps, voilà la situation. 2019 est encore plus grave que les dernières années passées, même si globalement la situation s'aggrave d'année en année. Et nous reviendrons là-dessus avec beaucoup plus de détails en parlant de pluie et de manque de pluie dans notre pays. Tout de suite, dans la deuxième partie, on parle sport et Sili National. Merci de nous retrouver dans la deuxième partie de cette émission. Rapidement, nous parlons une fois encore du Sili National. La mésaventure du Caire continue à délier les langues, à faire couler salive et encre, bien entendu. La conférence de presse diagnostique animée par le président de la Fédération guinéenne de football, là-bas même au Caire, c'était donc hier. Certains l'ont suivi en direct sur Facebook, d'autres un peu après. Sur les médias. En tout cas, ce qu'on peut retenir, c'est que Antonio Souaré a douché Paul Putt et l'a chargé à 100% de cette mésaventure subie par notre 11 national, ou si vous voulez 22 national. Alors oui, Kandia avec moi sur ce plateau, bienvenue. Oui, c'est un plaisir, comme tous les soirs, c'est comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette sortie d'Antonio Souaré? D'abord, il faut commencer par signaler que ce que tu appelles conférence de presse, moi je préfère qu'on dise tout de suite que c'est un point de presse, parce que il n'y avait que Antonio Souaré, Amadou Gabi, en face de l'ensemble des journalistes qui étaient dans la salle, et le point de presse a duré 26 minutes. Il n'y avait que lui, il a parlé, d'autres, il n'y a pas eu de questions pour parler de conférence de presse. Donc pratiquement, on comprend déjà sur la forme que c'est Antonio Souaré qui certainement a demandé à parler devant les médias. Oui, c'est parce que aussi on attendait qu'il parle. Oui, mais sauf donc il y avait un vide. Oui. Les gens à Conakry, comme ailleurs, demandaient mais pourquoi le silence? Déjà la nuit de la défaite de Sili, j'ai remarqué sur la toile, ci et là, que les gens se disaient pourquoi ce silence d'Antonio Souaré? Pourquoi il ne parle pas? Donc je crois qu'il, même s'il attendait de venir à Conakry pour parler, il a peut-être finalement cédé à la pression des Guinéens qui voulaient qu'il parle. Il y avait tellement de pression que Antonio Souaré était obligé de faire ce que moi j'appelle une fuite en avant, mais qu'il le fasse ou pas, malgré qu'il l'a fait, on va quand même demander à Antonio Souaré, une fois en Guinée, de nous donner toutes les explications, parce que ce n'est qu'une partie des explications qu'on a eu, peut-être un avant-goût. C'est comme ça parce que tous les Guinéens aujourd'hui demandent ce qui s'est réellement passé sur autour de ça. Antonio Souaré, autour de son point de presse, il a parlé des moyens qui ont été mis à la disposition de Paul Putt, l'entraîneur guinéen, là où il parle de 30 000 $, l'équivalent de 300 millions de francs guinéens, comme frais de médicaments des joueurs. Vous vous souvenez qu'une fois, j'ai parlé de ça à la radio dans l'émission Carrefour, je me suis rendu sur le terrain pour voir les séances d'entraînement des joueurs, sauf que les joueurs ne sont pas venus au rendez-vous au stade du 28 septembre parce qu'ils seraient partis dans un grand hôpital de la place pour des contrôles, le contrôle médical. Pour le contrôle médical. Mais bon, c'est après cela que Paul Putt a demandé 30 000 $ pour les frais de médicaments de ces joueurs. Si 30 000 $ devaient être les frais de médicaments des joueurs, on peut en déduire là que ce sont des joueurs qui sont partis pas en bonne santé. Parce que s'il faut, je n'ai jamais vu dans l'histoire des compétitions qu'on demande un tel montant
pour des joueurs qui s'apprêtent à partir en compétition. De là, déjà, on devait se poser la question sur l'état de santé de nos joueurs. Chaque équipe doit avoir sa boîte pharmaceutique. Sa boîte du pharmaceutique. moment où ils ont leur médecin. Comme si on peut dire que pas. le coût est trop, mais chaque équipe a un peu sa pharmacie. Comme si on n'en avait pas. Avec les médecins sportifs. Ça existait déjà, je te le dis tout de suite. Et aujourd'hui, il parle des traitements de Paul Put, ses primes les frais de son logement s'élèvent à 60 millions de francs guinéens, notamment 60 000 $, l'équivalent de 60 millions de francs guinéens, sans compter les 150 000 $ qu'il prend comme salaire. Donc, Paul Put à lui seul... Les 50 000 par mois oui, les 50 000 par mois, je veux dire. Et ça veut dire que... D'autres parlent de 40 000, donc... on parle même de 150 000. Non, on ne peut pas imaginer ça, 150 000 comme salaire de toutes les façons, c'est inimaginable. De toutes les façons, 40 000 $ ou 50 000 $, ça varie entre les deux. De toutes les façons, ça n'a pas... Ils ne nous ont pas brandi ce contrat aujourd'hui qui parle je pense que globalement, on sait que c'est au moins 40 000 qu'on lui donne par mois. Vous verrez, c'est pour cela que je dis, une fois qu'Anthony Souaré et son staff sera là, et Paul Put aussi, nous souhaitons que Paul Put ne démissionne pas là-bas, qu'il vienne en Guinée pour nous donner toutes les explications. Bien. Mais il y a anguille sous roche et il y a des non-dits autour de cette situation. Et on nous dit dans la sortie de M. Anthony Souaré, en tant que président de la Fédération guinéenne de football, il dit que M. Paul Put n'a pas la maîtrise de son staff. Parce que selon les informations, dès après le match a débuté à 21 h, dès après le match, le staff a disparu. Est-ce que le staff a quitté totalement l'Égypte? Est-ce qu'ils se sont embarqués pour déjà quitter? C'est une question qui reste encore non répondue. Donc, c'est pour cela. En plus, il parle des conditions de recrutement des joueurs. Ce que j'ai dit ici sur ce même plateau, c'est ce que M. Anthony Souaré a dit, demandé à Paul Put, c'est-à-dire où sont les joueurs qui ont malmené l'équipe de la Côte d'Ivoire du côté de Bouaké lors de la toute première journée des éliminatoires. Est-ce qu'ils n'étaient pas aptes à venir? Pourtant, à entendre Anthony Souaré parler, on se rend compte que pratiquement beaucoup de joueurs sont restés à la maison qui pouvaient jouer. Imaginez un joueur qui a fait c'est toute une saison en train de jouer, donc il a du jambes quand même, il a du jus dans les jambes, et qui n'est pas recruté. On va prendre un joueur de la deuxième division ou du national même, d'une autre nation de foot, tout comme la Guinée, comme plutôt la France et la Belgique. C'est ce qui fait un peu mal. Mais parlons maintenant de Anthony Souaré en tant que président de la fédération. Depuis qu'Anthony Souaré est venu à la tête de la fédération, déjà les conditions de son élection posent problème parce qu'il y a eu beaucoup de bruit. Mais supposons qu'il a gagné. Mais il a été régulièrement élu. Donc d'accord, acceptons cette hypothèse. Je vois que les gens sont en train de s'acharner un peu sur Anthony Souaré, qui mélange un peu le passé et le présent, mais après il faut dissocier les choses. D'accord. Nous sommes face à une défaite. Il a des adversaires qui jusqu'à présent n'ont pas baissé les armes, donc ils profitent de cette défaite notamment ceux du camp, pour ressortir les choses pourries. Notamment les amis de Super V qui n'ont pas encore baissé les bras. Mais c'est pour cela qu'il doit tout faire pour travailler dans les règles de l'art. Sinon, chaque fois qu'il y a quelque chose de pourri, ça va se sentir tout de suite. Parlons maintenant des conditions de recrutement de Paul Put. On nous dit aujourd'hui que Anthony Souaré dit c'est moi qui lui ai recruté, c'est moi qui ai signé. Mais sauf que avant que Paul Put ne vienne à la tête de la Guinée, de l'équipe guinéenne, il y a eu 86 soumissionnaires, candidats qui ont soumissionné pour être président, pour être entraîneur de l'équipe nationale. Et après décantation, on s'est retrouvé avec 6 candidats. Parmi ces 8 candidats, Paul Put a été choisi. Mais quand on entend parler des conditions de recrutement, on se rend compte que tout ça là, c'était juste une sorte de candidature ou d'élection de façade. Mais au fond, il y avait déjà une sorte de contact entre Anthony Souaré, parce qu'on apprend que chaque fois qu'Anthony Souaré se rendait en France, Paul Put venait le rejoindre là. À l'époque, il n'était pas encore président de la fédération. Bien. Voilà, il y a ça. Mais Anthony Souaré, depuis qu'il est président de la Fédération guinéenne de football, il faut le dire, je n'ai rien contre sa personne, mais il faut dire la vérité telle qu'elle est. Lui seul, depuis qu'il est venu,
il y a cette élection de la Guinée contre le Maroc qui suscite beaucoup de débats. Jusqu'à présent, on ne nous a pas dit si réellement comment ça s'est passé, comment ça se fait-il que la Guinée ait voté contre le Maroc pour l'organisation. Il y a les gens ressortent. Non, je ne ressors pas. On parle du Syrie, on parle de la mésaventure du Syrie. On parle de la mésaventure. Il ne faut pas que les gens se laissent aller par cet acharnement sur Antonio Souaré. Ça n'a rien à voir. Pourquoi les gens ressortent l'histoire du Maroc, le vote? C'est pour dire que depuis qu'il est venu, il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas et qui a beaucoup de... Mais les gens ne disent pas ce qu'il fait comme investissement. Que dire dans le football. On parle là tout à l'heure de l'investissement. Alors que dire de l'élimination de la Guinée, des U17? Nous sommes éliminés, nous ne sommes plus vice-champions de l'Afrique. C'est la faute d'Antonio Souaré. Mais attention, c'est sa présidence, c'est pas lui. Je dis pas c'est sa présidence. Pendant sa présidence, beaucoup de choses se passent aujourd'hui qui suscitent des débats. C'est à lui de canaliser, de gérer l'instance du football. Mais si aujourd'hui c'est comme si les gens disent que la Guinée est qualifiée sous la présidence d'Alpha Condé. Est-ce que c'est Alpha Condé qui joue sur le terrain? Les gens mélangent, à un moment donné, les gens mélangent le genre, quoi. On parle de la défaite du Syrie. Sauf qu'on parle du football. Bien. Sauf qu'on parle du football. Et on ne peut parler du football aujourd'hui sans parler de cette instance dirigeante, c'est-à-dire la Fédération guinéenne de football. Donc, en résumé, si Antonio Souaré a chargé à 100% Paul Putt pour ces différentes défaites, est-ce que vous voulez dire que c'est une fuite en avant, c'est un bouc émissaire, mais les responsabilités sont partagées et que lui-même, Antonio, doit prendre certaines responsabilités de tout ça, c'est ça? Chacun, en ce qui le concerne, doit donner des explications. Bien. Vous savez, déjà, Antonio Souaré, la Fédération guinéenne de football, doit nous expliquer. Vous savez, le plus souvent, que ce soit dans l'administration, un peu partout, même dans l'armée, vous vous souvenez de l'affaire de Medicrime. Fougué a été pratiquement jeté. Vous vous souvenez de l'affaire de détournement d'argent? Chaque fois qu'il y a signature, on dit ça a été falsifié. Donc, bref, mais on sacrifie toujours quelqu'un. La fédération a tendance à vouloir sacrifier Paul Putt seul. Pourtant, tous les noms qui ont figé ici qui ont fuité, doivent s'expliquer. Amadou Gavi doit s'expliquer. Antonio Souaré doit s'expliquer. Paul Putt qui dit avoir aussi des informations, et lui aussi, il doit s'expliquer. Et les joueurs ne doivent pas s'expliquer. Justement, tout le monde s'acharne contre aujourd'hui ces personnes. Et que dire des joueurs? Voilà, les joueurs qu'est-ce qu'eux, ils ont à nous dire? Parce qu'ils ont empoché pas mal d'argent. 20 000 euros, ça fait 20 000 $, ça fait 200 millions de francs guinéens. Et sans parler des primes de qualification. Tout ça, s'il y a des explications, mais je souhaiterais que toutes ces personnes et toutes ces entités se retrouvent en Guinée pour donner des explications aux Guinéens. C'est ce qu'on appelle respecter. Et le ministère des Sports aussi doit s'expliquer sur des déjà, milliards. On en a parlé, hein. Des milliards plus de 64 milliards de francs guinéens. Donc, Bantamasso, lui déjà, depuis hier, on en a parlé. Lui aussi, il doit nous dire où sont partis et surtout comment il a fait pour donner le marché à cette agence de voyage qui a empoché 31 milliards de francs guinéens. Un montant, pour terminer, qui pouvait servir à la construction d'un palais de culture. Bon, ça, c'est ce que les gens et peut-être la finition du stade de Nongor qui est en train de mourir à petit feu, alors qu'on n'a même pas commencé à faire des compétitions dessus. Beaucoup de choses restent à dire encore une fois encore. C'était juste une manière de disséquer, donc analyser cette conférence de presse d'Antonio Souaré hier. Merci Kandia, à demain. C'est toujours un plaisir. Beaucoup. Merci. C'était tout pour ce numéro de Café Débat. Merci de votre attention. À demain. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir.